30 secondes pour y penser. Oui, la présentation par Annie Poulain. Donc, Annie Poulain a obtenu un diplôme de doctorat en sciences de l'eau de l'INRS en 2008. Elle est professeure au département des génies de la construction de l'ETS depuis 2010 et titulaire depuis 2020 de la chaire de recherche Marcel Gauvreau en étude de l'impact des changements environnementaux sur l'hydrologie des bassins versants. Dans le cadre de ses travaux de recherche, elle se spécialise en modélisation hydrologique et depuis ses débuts comme professeur, elle entretient des collaborations internationales avec le Mexique et la Bavière en Allemagne. Merci beaucoup d'être présent pour écouter ma présentation. Dans le fond, c'est le projet donc, qui a fait partie du projet InfoCru et où est-ce que, en fait, ça a été réalisé à l'ETS, donc impact des changements d'occupation du sol sur l'hydrologie des bassins versants. Et puis, ça a été réalisé par une petite équipe ETS, donc incluant moi, 2 associés de recherche, Mariana Castañeda González, Siavash Youssefi, et ensuite aussi les profs Richard Arsenault, François Brissette, Jean-Luc Martel, et puis aussi on a eu une stagiaire qui a participé aux travaux, qui est Béatrice Turcotte. Et puis comme vous voyez, ça a été mentionné par Richard Turcotte précédemment, donc ça a été en collaboration aussi avec LMU en Bavière. Il y a différents éléments qui ont été explorés dans le cadre du projet, puis je ne vais pas me concentrer sur chacun en détail. Là, celui sur lequel je vais me concentrer, c'est celui qui est au bas, là, puis que j'ai mis d'une couleur différente. Donc, qui est la modélisation hydrologique à l'aide des simulations Eval, Grass et Forest, dont vient de nous parler Olivier. Mais ceci dit, je veux juste peut-être mentionner les choses qui ont été quand même examinées parce que on s'est penché d'abord sur la sensibilité des modèles à l'occupation du sol. Donc, il y a différents types de modèles, différents modèles hydrologiques et même types de modèles qui ont été inclus. Donc, Hydrotel, qui est donc le modèle qui est couramment utilisé par le MEL-CCFP et par donc j'ai pas le bon acronyme, mais la DEH pour l'Atlas hydroclimatique. Et puis aussi, VASIM, qui est un modèle hydrologique distribué qui peut, en fait, un peu comme Hydrotel, là, c'est un modèle où est-ce qu'on peut sélectionner différentes options de modélisation et qui peut avoir une structure, selon les options qu'on sélectionne, qui s'apparente à celle d'Hydrotel. Donc, c'est le modèle qui est plutôt utilisé par nos collègues en Bavière et par aussi les agences environnementales associées au gouvernement de l'environnement, au ministère de l'Environnement, pardon, en Bavière. Ensuite, on a voulu regarder aussi, on s'est fait une version de GR4J, qui est un modèle global assez simple, couplé donc à la formulation de l'évapotranspiration d'Houdin et le module de neige Séma-Neige. On a voulu le rendre sensible à l'occupation du sol, donc c'est le 2 à la fin, on a regardé 2 types d'occupation du sol. Et puis, on a regardé aussi les modèles à base de réseaux de neurones qui sont les LSTM, donc ça nous a donné un premier aperçu. Ensuite, on s'est aussi penché sur la question de, OK, dans la littérature, il y a des études qui ont été faites et qui ont regardé, par exemple, ce qu'on appelle les bassins pairés. En gros, des bassins pairés, ce sont des bassins qui sont très similaires, le degré de similitude à définir, donc similaires en tout point, sauf l'occupation du sol. Puis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces bassins-là sur justement l'impact de l'occupation du sol sur l'hydrologie des bassins versants? Fait que nous, on a voulu un peu transposer ça du côté de la modélisation hydrologique. Fait qu'on s'est dit, si on a des bassins, si on regarde tous les bassins qu'on a au Québec, si on a des bassins qui sont similaires en tout point, sauf occupation du sol, comment on peut peut-être apprendre de ça en modélisation hydrologique? C'est pas si simple parce que, comme je disais, le degré de similitude est pas si simple à identifier. Et puis, on se rend compte que finalement, au Québec, peut-être que le degré de contraste dans les occupations du sol pour un groupe de bassins qu'on pourrait juger similaire est peut-être pas si grand que ça non plus. Et puis, on a regardé aussi un peu la modélisation de l'évapotranspiration. Puis, vous allez voir, ça, c'est lié au fait que nos modèles hydrologiques n'ont pas tous la même sensibilité. Puis, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, ce qui m'amène à ce qu'on a fait et que je vais présenter aujourd'hui. Puis,
pour les précédents points, ben, vous allez pouvoir retrouver des informations par rapport à ça là, de manière plus détaillée dans le rapport final du projet. Donc, nous, on a fait de la modélisation hydrologique avec les simulations Eval Grass Forest. Fait que si j'ai un plan de présentation qui est très classique, si on part avec le contexte et les objectifs, si par exemple on prend le contexte qui est un peu plus propre au Québec, on a travaillé avec Hydrotel. Et ben donc, on s'est intéressé à l'occupation du sol. Il y a des travaux qui ont été faits quand même dans le passé avec Hydrotel et qui se sont intéressés à des questions similaires que je cite ici. Donc, d'abord, il y a des travaux de Martin-Pierre Lavigne qui, en fait, ça a été fait en utilisant un outil qui est plus large qu'Hydrotel, qui s'appelait GIPSY, mais qui utilise donc Hydrotel comme modèle hydrologique. Donc, les travaux ont été faits sur la rivière Chaudière, puis on s'est intéressé à simuler une coupe à blanc, donc c'est-à-dire l'impact de sol nu sur un bassin versant initialement forestier. Et puis, donc, c'était sous la forme d'une étude de modélisation. Et puis, ça a permis, bien entendu, ben, une première validation de l'outil, de voir, donc, ben, effectivement, on est capable de voir un impact quand on fait des simulations de coupe à blanc, justement, sur l'hydrologie. Ensuite, il y a eu Renaud Kilbé et Hall en 2008 qui ont aussi travaillé avec GIPSY, mais incluant donc le modèle hydrologique Hydrotel, toujours sur la rivière Chaudière, et qui se sont intéressés à quantifier donc l'influence de l'évolution historique de l'utilisation des terres agricoles dans le bassin versant sur le ruissellement. Et donc, ils ont vu quand même une corrélation existante entre justement donc, le débit et l'occupation du sol. Et puis aussi, ben, ils se sont intéressés à évaluer l'effet des scénarios futurs d'occupation du sol en conditions de changement climatique sur le bassin versant. Puis là, donc l'idée, c'est de voir, bon, ben, en travaillant par scénario, et si on implique en plus des données d'entrée issues de simulations climatiques futures en termes de climat, ben, donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Ils arrivent à la conclusion que l'occupation du sol est un facteur clé sur l'hydrologie, mais ceci dit, on ne peut pas mettre de côté l'incertitude liée justement au changement climatique quand on utilise des données de sortie de différents modèles. Donc, nous ici, ben, on propose d'aller un peu plus loin en se disant, ben, dans le fond, ce qu'on veut, c'est évaluer l'effet des changements sévères, drastiques d'utilisation du sol sur l'hydrologie des bassins versants, mais en tenant compte donc des interactions entre l'occupation du sol et le climat, parce que, bon, la façon de faire classique, quand on travaille donc, dans des conditions, par exemple, si on veut regarder des conditions futures, ben, on se fait des scénarios d'occupation du sol. Fait qu'on modifie l'occupation du sol, par exemple, dans le modèle hydrologique. Et puis, on l'alimente avec des sorties de précipitations et températures, le plus souvent, qui proviennent de modèles de climat, mais donc sans que nécessairement l'interaction ou la rétroaction soit présente. Fait qu'on a analysé donc l'impact sur les crues modélisées, donc en utilisant différents indices de crues. Et puis, on a analysé aussi l'impact sur la réponse hydrologique dans 2 bassins versants spécifiques. Donc, c'est ce que je vais présenter dans ce qui suit. Donc, on s'est concentré sur 89 bassins versants du sud du Québec. Vous les voyez ici. Et puis, sur les panneaux A et B, là, à droite, vous voyez donc les températures et précipitations moyennes pour les données de référence qu'on a utilisées. Donc, d'abord pour la calibration des bassins versants, puis aussi, vous allez voir pour la correction de biais, qui est donc le jeu de données RA5. Donc, vous voyez donc, la température moyenne sur la période 1980 à 2018 et puis aussi les précipitations moyennes donc, à l'échelle de la zone sur laquelle on s'est concentré, là, qui est surtout donc, située sur la rive sud du Saint-Laurent. Donc, la méthodologie, ben, si on regarde un peu plus à droite, donc, ben, on a pris les données de climat. En fait, ici, c'est précipitations et température, qui sont les données qui nous ont servi à alimenter le modèle hydrologique Hydrotel, qui sont issues donc des 3 simulations Eval, Grass et Forest.
Donc, piloter, en fait, des simulations MRCC5 classe, pilotées par RA Intérim, avec une résolution spatiale de 0,44 degrés, donc tel que l'a présenté Olivier précédemment, puis donc qui ont fait partie aussi du projet LUCAS. Et donc, la période sur laquelle on a travaillé, c'est 1986-2015. Et puis, donc, avant d'alimenter le modèle hydrologique par les sorties de ces simulations-là, on a procédé à une correction de biais, donc avec le Quantal Mapping multivarié d'Alex Cannon. Et la façon dont on a fait ça, c'est que dans le fond, on s'est servi comme donnée de référence de RA5. Et puis, donc, on a fait la correction de biais d'Eval par rapport à RA5 et ensuite, on a appliqué les facteurs de correction obtenus aux deux autres simulations, donc Forest et Grass, faisant une hypothèse similaire à ce qu'on fait quand on fait du changement climatique. Mais là, donc, on est en changement d'occupation du sol. Et puis, donc, on a utilisé les sorties post-traitées de précipitations de température pour alimenter le modèle hydrotel et faire les simulations sur les 89 bassins versants. Et puis, ensuite, donc, on a procédé à différentes analyses sur les crues. À gauche, vous voyez pour la zone qui nous intéresse, dans le fond, les couvertures, en fait, les occupations du sol par colonne, donc pour chacune des trois simulations. Donc, la première colonne pour Eval, ensuite, deuxième colonne pour Forest et troisième colonne pour Grass. Puis bon, sans grande surprise, dans Grass, effectivement, donc toute la végétation est représentée par Grass, donc c'est pratiquement vert foncé partout. Et puis, pour les deux autres, dans le premier cas, Eval, donc on a des pourcentages qui s'approchent de ce qui est existant, donc qui est réaliste. Et puis, à droite, on a une couverture, en fait, pour Forest, une couverture forestière qui est maximisée. Et donc, on n'a plus aucun gazon. On peut remarquer, par exemple, dans la ligne du milieu, là, autant pour Eval que pour Forest, que pour ce qui est des conifères, dans la zone, nous, qui nous intéresse, le degré de différence n'est pas si grand que ça. La différence dans Forest, vient surtout justement des feuillus, étant donné donc les latitudes auxquelles on se trouve. Donc, juste pour vous donner un aperçu là, des résultats en calage pour tous les bassins. Donc, de façon générale, on obtient des calages qui sont très bien en termes de KGE, avec des médianes qui sont au-dessus de 0,8. C'est sûr que, bon, puis des valeurs qui sont généralement au-dessus de 0,7. Donc, on a travaillé avec les données journalières de précipitation Tmin, Tmax pour alimenter le modèle hydrotel qui provenait donc de RA5. Et puis, dans le fond, on a utilisé les calages qui existaient pour cette région-là et qu'on avait déjà réalisé dans le cadre d'un projet passé, où est-ce qu'on avait procédé à des calages régionaux, c'est-à-dire par région. Et puis là, vous voyez, en fait, le contenu des figures est en anglais, c'est parce qu'en fait, tout ça fait partie d'un article qui va être soumis sous peu. Et puis, dans le fond, on a travaillé, donc on a deux régions qu'on a appelées dans l'article South Region puis North Region, mais en réalité, la partie sud, c'est Montérégie, et puis la partie nord, c'est Saint-Laurent-Sud. Et donc, les bassins sont répartis. Et puis, vous allez voir, là, il y a deux bassins dont les contours sont un peu plus foncés. C'est celui de la rivière Richelieu ici, et puis celui de la rivière Châteauguay. Donc, ce sont les deux bassins sur lesquels on s'est concentré de manière un peu plus spécifique dans certains des résultats que je vais vous montrer. Donc, les premiers résultats, on a comparé donc les climatologies des trois simulations MRCC5 classe pour justement les deux régions sur lesquelles on a travaillé. Donc, vous avez sur la première ligne donc les précipitations moyennes sur une base mensuelle. Et ensuite, sur la ligne du milieu, vous avez les précipitations minimum, donc le cycle annuel des précipitations, le cycle annuel moyen des précipitations minimum. Et ensuite, la dernière ligne, donc maximum, minimum. Et ensuite, là, il y a une confusion, il y a deux fois minimum. Donc, il y en a un qui est minimum, l'autre qui est maximum. Donc, le cycle annuel moyen des précipitations, des températures minimum et maximum.
Donc, ce qu'on voit en gros, si on regarde les températures, dans le cas de Forest, puis ben, vous voyez que Eval, donc c'est bleu, Forest, c'est toujours en vert, puis Grass, c'est toujours en jaune, puis ce code de couleur-là va être conservé pour la suite. Donc, on voit essentiellement qu'il y a un réchauffement au printemps-hiver pour Forest, et puis ça, c'est pas différent de ce qu'a présenté Olivier. C'est essentiellement dû à la diminution de l'albédo, surtout lié à la présence de conifères. Mais donc, dans notre cas, la différence avec Eval en bleu est peut-être pas autant marquée qu'on pourrait le penser parce que ben, dans notre cas, justement, j'ai ramené là, les cartes des couvertures forestières là, pour les différentes simulations. Puis on voit que pour ce qui est des conifères, il n'y a pas une énorme différence entre ce qu'on avait dans Eval puis ce avec quoi on se retrouve dans Forest. Donc, en gros, on peut avoir des écarts là, qui peuvent aller de +1 à +2 degrés Celsius dans Forest au cours de l'hiver-printemps par rapport à Eval. Et ben, donc, c'est ça. C'est limité par la similitude quand même des couvertures forestières dans la zone qu'on a étudiée. Ensuite, pour Grass, ben là, on voit quand même, encore une fois, des réductions de température en hiver-printemps qui sont assez importantes et qui sont essentiellement dues à l'augmentation de l'albédo, comme rapporté dans les travaux qui ont été réalisés par Olivier et compagnie. Et puis là, ben, on voit quand même que par rapport à Eval en particulier, ben, on peut avoir des écarts là, qui peuvent atteindre des valeurs de l'ordre de 7 à 8 degrés Celsius là, en moins. Ensuite, si on regarde un peu plus du côté des précipitations pour Forest, bon, ben, en été, si on regarde en fait surtout Forest par rapport à Grass, donc on voit qu'il y a généralement plus de précipitations en été pour Forest par rapport à Grass, mais on va voir aussi une augmentation de l'évapotranspiration, essentiellement liée à la présence accrue des feuillus. Et puis, la seule différence ici par rapport aux travaux de Asselin et compagnie, c'est que nous, on a procédé à une correction de biais alors qu'eux ne l'avaient pas fait. Mais ceci dit, l'effet de la correction de biais n'est pas majeur par rapport justement aux résultats de l'équipe d'Olivier Asselin. Là, si on regarde un peu plus en détail les résultats sur différents indices de crue, ben, on s'est dit que ça pourrait être intéressant, donc on a 89 bassins versants, ça pourrait être intéressant de regarder si il y a un effet des superficies plutôt que de mettre tous les bassins versants ensemble. Donc, on a divisé en 3 catégories. Donc, on a quand même un certain nombre de petits bassins versants, donc S pour small, inférieur à 100 km², moyen pour 100 à 1000 km², puis large ou grand pour supérieur à 1000 km². Et puis, à droite, donc, vous avez les résultats. Dans le fond, on a utilisé les indices de crue qui sont utilisés dans l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional. Et puis, ben, vous avez donc dans la première ligne, c'est donc la crue avec une période de retour 2 ans, mais c'est la crue annuelle. Et sur la deuxième ligne, c'est la crue pour la période printemps-hiver. Et vous avez donc dans la première colonne, période de retour 2 ans, dans la deuxième colonne, période de retour 100 ans. On a regardé différentes périodes de retour, mais de façon générale, on voit que les résultats finissent par se ressembler. Donc ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on a réalisé. Donc, si on regarde dans un premier temps, bien, on voit que les crues annuelles sont très fortement liées donc aux crues essentiellement associées à la fonte printanière. Donc, parce qu'on voit une très grande similitude, là, autant pour période de retour 2 ans que 100 ans entre la première et la deuxième ligne. Ensuite, on voit qu'il y a quand même une augmentation importante des crues pour la simulation Grass. Ben ça, c'est essentiellement lié au fait qu'il y a plus de neige en hiver pour la simulation Grass, puis on va le voir de manière plus détaillée tout à l'heure dans les résultats qu'on va présenter de manière plus spécifique pour 2 bassins versants. Ensuite, si on regarde maintenant les crues avec période de retour 2 ans et 100 ans, mais pour la période été-automne, on voit que donc les différences entre les différentes simulations sont moins marquées.
On sait que par rapport à Grass, on voyait une augmentation des précipitations estivales dans Forest, mais on ne voit pas nécessairement un effet très, très important ici ressortir. Il y a quand même plus d'évapotranspiration dans Forest au début de l'été, comme on va le voir tout à l'heure. Puis, il y a le fait que si on regarde la toute dernière ligne, en fait, c'est donc le moment auquel se produit la crue printanière. Ben, dans les simulations GRASS en jaune, la crue printanière est fortement retardée. Donc, ça peut probablement venir jouer aussi sur la valeur de la crue ou la valeur de débit qu'on va extraire pour justement venir chercher les crues de été-automne. Donc, si on regarde de manière plus spécifique maintenant les résultats qu'on a obtenus pour deux bassins versants, donc on a pris Châteauguay et Richelieu, là, qui tombent quand même dans la catégorie des grands bassins versants, puis ça fait un peu référence aussi à des questions qui ont été mentionnées par Richard Turcotte en commençant là, le séminaire aujourd'hui. Donc, si on regarde, on a donc les cycles annuels moyens. D'abord, pour la première ligne, à gauche, Richelieu, à droite, Châteauguay. Ce sont les débits. Ensuite, deuxième ligne, c'est l'évapotranspiration réelle, donc extraite des modèles hydrologiques. Et puis, dernière ligne, c'est l'équivalent en eau de la neige. Encore une fois, c'est que l'annuel moyen extrait aussi des variables internes des modèles hydrologiques. Donc, si on regarde plus spécifiquement l'hiver-printemps, on voit très bien que pour ce qui est, par exemple, de la simulation Forest, en vert, toujours en vert, donc autant dans le bassin de la Richelieu que dans le bassin de la Châteauguay, on voit que la fonte est devancée. Le débit de printemps est donc un peu plus faible puisqu'il y a un devancement. Puis, il y a un écart assez important aussi par rapport à Grass. Mais donc ça vient du fait que ben, si on regarde la dernière ligne en bas, il y a moins de neige. Et puis, on voit aussi que si on regarde la ligne du milieu, il y a quand même de l'évapotranspiration réelle qui est plus élevée au printemps. Et puis, ben, tout ça, c'est lié au fait que la température est plus élevée. Et puis, on a des modèles hydrologiques. Ben, en fait, on a un modèle hydrologique ici, Hydrotel, dont la simulation de tout ce qui est accumulation et fonte de neige et évapotranspiration ben, est très fortement liée à la température. Ensuite, si on regarde Grass, ben, on voit clairement dans les deux bassins versants, si on regarde pour la neige, en jaune en bas, on a plus de neige. On a clairement une fonte qui est plus tardive et ça a directement un impact sur les débits, en jaune, donc sur la ligne du haut. Et puis, ben, le débit de printemps va nécessairement être plus élevé. Le débit en hiver est plus faible, donc on a beaucoup plus de précipitations qui vont se retrouver sous la fonte de neige. Et puis ça, ben, c'est lié au fait que les températures sont plus faibles. Et puis, ben, aussi, il y a quand même l'évapotranspiration. On voit un écart qui est quand même qui est plus faible là, si on regarde la ligne du milieu. Et donc, ce que je disais tout à l'heure ici, en fait, ma petite flèche a disparu, là, mais on voit aussi que pour été-automne, dans la simulation Forest-Châteauguay, si on regarde plutôt du côté à droite, oui, on a un débit qui est peut-être un petit peu plus élevé que Grass, mais ça, c'est lié au fait qu'on a des précipitations plus élevées. Mais si on regarde Grass-Richelieu, ben, on a une fonte qui est très fortement décalée, là, si on regarde donc la courbe de débit en jaune. Et puis, ben, fort possiblement que ça peut aussi compenser donc l'augmentation de précipitations dans Forest, ce qui fait que ben, on ne voit pas nécessairement cet effet se reproduire à tout le moins sur Richelieu. Et puis, ben, si on regarde l'évapotranspiration réelle, là, à partir du mois de juillet, là, autant dans un bassin versant que dans l'autre, on voit qu'il y a moins de différence entre les différentes simulations. Donc là, le comportement de la simulation GRASS en particulier, pour tout ce qui est accumulation et fonte de neige, soulève des questions dans le sens où, dans le modèle Hydrotel, la façon dont l'accumulation et fonte de neige est typiquement paramétrée, c'est que, en fait,
on peut simuler l'effet de l'occupation du sol sur l'accumulation et la fonte de neige. Donc, typiquement, on répartit les différentes occupations du sol dans 3 classes qui sont indiquées ici au bas de la figure qui est à gauche. Donc, les conifères, les feuillus et les milieux ouverts. Donc, dans ce cas-ci, ben, on aurait donc les conifères et les feuillus qui se retrouvent essentiellement ben, dans tous nos scénarios sauf grass. Et puis, les milieux ouverts ben, représentent, dans le fond, tout ce qui est grass. Et puis, ce qu'on voit sur ce graphique-là, ce sont les paramètres. En fait, la fonte de neige est essentiellement simulée par une approche qui repose sur le degré jour. Donc, on a, dans un premier temps, un seuil de température à partir duquel la fonte peut commencer à se produire. Et on a aussi un taux de fonte, donc qui reproduit, dans le fond, essentiellement la vitesse à laquelle la fonte va se produire. Fait que si on regarde sur le graphique, à droite complètement, là, donc le petit graphique de gauche, mais donc pour les milieux ouverts, on voit que ben, pour ces milieux-là, on a un seuil de température, donc le point bleu, qui est généralement plus faible que pour ce qui est forestier, signifiant que comme c'est un milieu ouvert, ben, on veut reproduire le fait qu'il est plus directement exposé à la radiation solaire, donc on peut s'attendre à ce que la fonte commence avant les milieux forestiers. Et puis, si on regarde le point en rouge en haut, ben, comme encore une fois, c'est plus exposé, ben, on peut s'attendre à ce que le taux de fonte soit plus élevé, donc que ça fonde plus rapidement que dans les milieux forestiers. Si on regarde la réponse de nos 2 bassins, donc la réponse hydrologique au moment de la fonte, ben, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Donc, ben, ça nous dit que ici, la diminution de température qui est associée à la simulation GRASS, ben, donc, surpasse le fait que, dans le fond, la façon dont c'est paramétré dans Hydrotel, ça devrait fondre plus rapidement et plus vite dans les milieux ouverts. Fait que si, en fait, pour l'expliquer, si je reprends donc ces 2 bassins, donc autant Châteauguay que Richelieu, sont situés dans la région de la Montérégie, donc la région qui est plus au sud. Si je reprends les graphiques de climatologie qu'on a montrés pour cette région-là, autant pour ce qui est des températures maximum que minimum, ben, on voit très bien que j'ai tracé une ligne bleue ici là, pour signifier le seuil de température auquel la fonte devrait commencer. Et puis, on voit clairement que par rapport, par exemple, à Eval, si on prend la courbe en jaune et la courbe en bleu, ben, on voit très bien qu'il y a un décalage qui s'exprime en semaines. Et on voit très bien que si on regarde l'équivalent en eau de la neige, ben, le décalage aussi entre le début de la fonte en bleu ici pour Eval et le début de la fonte en jaune pour Grass, ben, est de l'ordre, encore une fois, de quelques semaines. Donc, c'est vraiment ça qui vient faire la différence. Et puis, ben, dans la simulation Eval, donc, on a encore un peu de grass, mais ce n'est pas nécessairement prédominant. Mais donc, on voit que la fonte, pour tout ce qui est grass, donc, devrait commencer à partir du seuil de température. Donc, on voit que le début de la fonte est clairement décalé. Puis dans forest, ben là, c'est retardé, mais là, en même temps, on n'a plus du tout de grass dans le scénario forest. Donc, une autre chose à laquelle on s'est intéressé, on s'est dit, bon, sur le bassin versant de la Châteauguay, à tout le moins, on a en place le modèle VASIM et le modèle Hydrotel. J'en ai parlé, puis là, je fais le lien avec ce que j'ai mentionné au début de la présentation. Donc, on a regardé les sensibilités de nos modèles hydrologiques ou les sensibilités de leurs différents processus ou de la façon dont ils sont simulés à l'occupation du sol. Puis, on s'est rendu compte que les 2 modèles ne montraient pas nécessairement les mêmes sensibilités aux mêmes endroits, donc en termes des mêmes processus. Et puis, ben, pour aller un petit peu plus loin par rapport à ça, mais toujours en valorisant les simulations Eval, Grass, Forest, on s'est dit, OK, on va faire un exercice supplémentaire qui est, on va faire ce qu'on appelle des simulations inversées. Donc, on a fait ce qu'on a appelé en anglais swapped grass et swapped forest. Ce qui signifie que, par exemple, si on a fait les simulations, si on prend la simulation swapped grass, ben dans swapped grass, dans le modèle hydrologique, on a l'occupation du sol grass, mais on alimente le modèle avec les sorties de précipitations et température qui proviennent de la simulation MRCC classe
forest. Donc là, on fait des croisements. Et puis, quand on fait l'inverse pour swapped forest. Donc, ça nous a permis de regarder, bon, ben, dans un premier temps, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une cohérence entre l'occupation du sol dans le modèle de climat et dans le modèle hydrologique, qui est une pratique qu'on ne fait pas nécessairement parce qu'on n'a pas, jusqu'à ce jour, nécessairement accès à des simulations de modèles de climat où est-ce qu'il y a nécessairement une cohérence. Et puis, dans un deuxième temps aussi, ça nous a permis de voir est-ce qu'on peut faire ressortir le signal de changement d'occupation du sol par rapport au signal de l'effet de rétroaction du changement d'occupation du sol sur le climat. Fait que, donc, si on regarde Vassim versus Hydrotel, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est qu'à gauche, ici, j'ai Vassim. Donc, si on prend par exemple Grass et Swapped Forest, donc ce sont les simulations en jaune et en pointillé bleu. Donc, ce sont les simulations qui ont la même occupation du sol et qui est grass. Puis, on voit qu'en termes de neige, donc la ligne du milieu, pour Vassim, il n'y a aucune distinction entre les deux simulations. Et puis, même chose pour Swapped Grass et la simulation Forest, qui ont toutes les deux, dans le fond, l'occupation du sol grass. Et donc, parce que Vassim, c'est normal, Vassim n'a pas été conçu de manière à prendre en compte l'effet de l'occupation du sol sur toute la simulation des processus qui sont liés à la neige. Donc, à partir du moment où on impose une occupation du sol, ben, il n'y a aucune distinction, alors que dans Hydrotel, on voit très bien qu'il y a donc une distinction, par exemple, pour les mêmes associations. Ensuite, si on prend la ligne du dessous, bien là, c'est un peu l'inverse. On est dans l'évapotranspiration réelle. Donc, à gauche, Vassim, effectivement, montre une sensibilité en termes de sa façon de simuler l'évapotranspiration réelle à l'occupation du sol, alors que Hydrotel va montrer plutôt une sensibilité au changement de température. Donc là, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que, bon, pour Vassim, en termes de neige, on voit les effets des changements de température. En termes d'occupation du sol, on peut voir en fait une combinaison des deux, effet des changements de température et en termes d'évapotranspiration, donc température et occupation du sol. Et puis, bien, pour ce qui est d'Hydrotel, pour la neige, on a l'effet combiné des deux, mais pour l'évapotranspiration réelle, donc ce sont plutôt les effets de changement de température. Donc, il y a vraiment des différences dans les structures des modèles hydrologiques, puis donc dans leur sensibilité aussi à l'occupation du sol. Mais ceci étant dit, on peut voir quand même des associations. C'est-à-dire que pour ce qui est du printemps, par exemple hiver-printemps, on voit clairement une association entre swapped ou forêt inversée et grass. C'est-à-dire que dans le cas d'Hydrotel, par exemple, ben, on voit très bien que par rapport à la simulation EVAL là, qui est en bleu au milieu ici, dans le fond, les deux simulations qui ont vont dans le même sens. Donc, ce qu'on voit ici surtout, ben, c'est vraiment un effet important quand même de la température et donc de la modification du climat qui résulte de l'occupation du sol. Puis on voit la même chose pour swapgrass et forest, donc qui vont dans le même sens. Et puis, pour ce qui est de Vassim, pour l'évapotranspiration, encore une fois, pour hiver-printemps, ben, on voit donc les mêmes associations. Donc, on voit quand même que les effets de la modification du climat qui résulte des modifications de l'occupation du sol vont être plus importants sur la réponse hydrologique que la modification d'occupation du sol elle-même. Ensuite, si on regarde de manière un peu plus spécifique, par contre, du côté de Vassim, si on regarde en automne, bien là, on voit qu'on n'a plus les mêmes associations. Donc là, on a swap grass associé avec grass et swap forest associé avec forest. Et donc là, bien, ça pourrait nous orienter vers le fait que l'effet de la modification de l'occupation du sol serait plus importante sur la réponse hydrologique. Mais ça, pour ça, je vous avoue qu'il nous reste quand même peut-être des choses à investiguer davantage. Donc, ce qui m'amène à la conclusion de la présentation. Donc,
En fait, les idées principales à retenir, je pense que dans un premier temps, c'est, bon, en automne-hiver, il y a clairement une prédominance de l'effet de rétroaction sur le climat par rapport à l'effet de changement d'occupation du sol. Donc, évidemment, on est dans des changements drastiques d'occupation du sol, donc des scénarios extrêmes. Après ça, ça reste à voir dans des scénarios un peu plus réalistes. Ce sont des choses qu'on pourrait regarder par la suite. Et puis ça reste vrai malgré les différences de sensibilité à l'occupation du sol entre les deux modèles hydrologiques qu'on a testés donc à la toute fin, Hydrotel et Vasim. Ceci dit, on a quand même besoin de valider les modèles hydrologiques quant à leur sensibilité à l'occupation du sol. Il faudrait faire des validations ultérieures. Puis, bon, on avait l'idée de travailler sur les bassins pairés ou sur les groupes de bassins avec des occupations de sol contrastées. C'est pas évident. Il y a de la réflexion à faire par rapport à ça. Puis peut-être aussi qu'on peut se pencher un peu plus sur, par exemple, les modèles de surface qui pourraient nous amener des réponses intéressantes. Et donc, pour la suite, ben, c'est sûr qu'on peut s'intéresser à d'autres variables internes des modèles hydrologiques qui sont représentatives d'autres processus. Donc, regardez aussi plus de bassins. Là, on est allé investiguer plus en détail 2 bassins versants. On peut se concentrer aussi sur les autres groupes de superficie des bassins parce que là, les bassins qu'on a regardés sont surtout des bassins versants de grande taille, donc supérieurs à 1000 km² selon la définition que nous, on s'est donnée. Ensuite, il y a toute la question des scénarios d'occupation de sol réalistes. Donc, comme présenté par Olivier dans la fin de sa présentation, et puis aussi toute la question de, bon, ben, occupation du sol, changement climatique futur. Et puis quand on parle aussi d'occupation du sol réaliste, il y a une question aussi qu'on pourrait se permettre d'explorer davantage, c'est est-ce qu'on peut regarder du côté des milieux humides, par exemple, pour l'atténuation des crues. Ce sont des choses qu'on peut faire si, par exemple, on veut faire le pas pour se diriger de plus en plus vers des questions d'aménagement du territoire, là, parce que pour l'instant, c'est clair qu'on reste à des considérations beaucoup plus générales associées donc à l'occupation du sol de manière plus générale. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Toutes questions vont être les bienvenues. Merci, Yannick. Est-ce qu'il y a des questions pour Yannick? On a des questions dans la salle ici. Je vais prendre la question dans la salle et après ça, je vais passer à David. Merci, Annie. C'était très intéressant. J'ai une question en lien avec la cohérence Oui. de l'évolution du stock de neige dans le MRCC versus l'évolution du stock de neige dans le Hydrotel. Parce que l'hydrotel est tellement dépendant de la température que s'il y a une incohérence entre l'évolution de ces 2 stocks de neige-là, ça peut t'amener à un décalage. Donc, vous avez regardé si le tout était cohérent? Ça, on ne l'a pas fait. Fait que l'idée, c'était vraiment de regarder d'un point de vue de nos modèles hydrologiques, puis de ce qui se passe à l'intérieur des modèles. Mais ça fait partie des choses qu'on veut regarder, effectivement. Je ne l'ai pas mentionné, mais on n'a absolument pas regardé ça, là. Puis, dans le fond, c'est un peu aussi probablement un élément qui nous amène sur la voie de valider davantage nos modèles hydrologiques, comment ils simulent les différents processus. Effectivement, ça, on ne l'a pas regardé du tout. C'est clair que, puis dans les modèles, autant la structure qu'on a choisie là, pour Vasim aussi, là, autant Vasim que Hydrotel, c'est vraiment basé sur 1 degré jour. Donc, ce qui mène tout ça, c'est vraiment la température. Exactement. Donc, c'est très important que les deux stocks de neige évoluent d'une manière cohérente, sinon ça peut t'emmener. Puis, c'est une question complémentaire, là, mais étant donné que vous faites de la correction de biais, cette correction de biais-là est dépendante aussi de la neige au sol. Est-ce que vous tenez compte lors du calcul de ces biais-là du stock de neige au sol? Parce que dans la projection climatique, la ligne compte. Oui, en fait, la correction de biais, elle est vraiment effectuée sur la précipitation totale. Et après, c'est la précipitation totale qui est utilisée en entrée dans les modèles hydrologiques qui font eux-mêmes par la suite une séparation pluie-neige, essentiellement sur la base de la température. OK, donc il n'y a pas de correction de biais sur la température, seulement la précipitation. Bien, en fait, oui, c'est fait de manière cohérente, mais on ne tient pas compte de la question de la neige dans la correction de biais, là.
OK, parfait. Merci. Salut Annie, merci pour la présentation. Ma question, c'est plus une expérience de pensée, là. Imagine que tu avais l'autorisation de ton comité d'éthique à l'université pour faire les changements que tu as modélisés à l'occupation des sols. Puis là, tu prenais 20 ans de mesures hydrologiques. Là, tu recalibrais ton modèle dans tes deux scénarios différents. Mon impression, mon intuition, c'est que tu arriverais à des paramètres différents pour ton modèle hydrologique. Fait que si tu es d'accord avec ça, comment est-ce qu'on interprète ensuite les résultats que tu obtiens, sachant que c'est basé sur un seul jeu de paramètres qui ne sont pas ceux que tu obtiendrais dans les cas que tu essaies de modéliser essentiellement? C'est une excellente question. Puis, tu sais, ça fait partie des questions qu'on s'est posées dans le cadre du projet. Tu sais, puis là, c'est ça. On a regardé essentiellement l'évapotranspiration, la neige, tu sais, puis on peut faire l'hypothèse, puis c'est l'hypothèse, en fait, c'est l'hypothèse qu'on fait toujours, tu sais, que ben, dans un modèle comme Hydrotel, on voit qu'il y a une sensibilité à l'occupation du sol pour les processus liés à la neige, puis ben, tu sais, c'est complètement lié aux hypothèses qu'on fait. On fait l'hypothèse que la neige va fondre plus tôt, plus vite, qu'elle va commencer à fondre plus tôt et plus vite, par exemple, dans les milieux plus ouverts que dans les milieux plus forestiers. Fait que ça, c'est pas évident à vérifier. Parce que, tu sais, on a essayé de faire différents types d'exercices dans le cadre du projet où est-ce qu'on se disait, bon, ben, tu sais, si on fait cette hypothèse-là dans les modèles, ben, on peut faire l'hypothèse que ces paramètres-là sont constants parce que la sensibilité ou le lien avec l'occupation du sol, il est pris en compte dans les hypothèses de modélisation qu'on fait. Mais comment arriver à démontrer ça? C'est pas évident. Puis, tu sais, on s'est posé les questions, est-ce que, par exemple, les bassins versants expérimentaux peuvent nous aider à faire ça? Fait que, tu sais, ça pourrait être une voie super intéressante à suivre. Mais ça prend des bassins versants expérimentaux qui ont une diversité dans leur occupation du sol, qui sont équipés. Fait que c'est la meilleure réponse que je peux te donner. Merci. Alexandre? Oui, merci Annie là, pour la présentation. Moi, je ne sais pas si c'est une question, mais je pense que c'est un peu une ouverture, là, comme tu en parlais à la fin, en lien avec l'aménagement du territoire. J'avais trouvé vraiment intéressant le fait que tu mentionnes que, on va dire, dans une simulation purement forêt, on aurait une pointe de crue de printemps qui serait réduite par rapport à une situation, on va dire, standard. Donc, ça c'est quelque chose à développer parce que ça peut amener des questions du genre faudrait-il planter des arbres sur l'entièreté du bassin pour réduire l'intensité des crues printanières? Donc, ça ouvre la piste à des questions. Je sais que... Puis après, il y a peut-être des risques de maladaptation aussi, de se dire on règle un problème de crue, de pointe de crue, mais en plantant des arbres, on amène d'autres enjeux. Donc, je voulais savoir si tu avais déjà considéré ces pistes de questions qui peuvent arriver, par exemple, du milieu municipal en regardant ces résultats-là. Tu sais, c'est un bon commentaire question. Tu sais, il faut juste garder en tête que, ben là, on est dans une première exploration, là, c'est clair. Puis là, on a travaillé vraiment avec des scénarios drastiques. Fait que, tu sais, les conclusions qu'on obtient sont vraiment liées à des scénarios de changement d'occupation du sol vraiment drastiques. Puis, tu sais, on a juste, je pense, commencé à gratter la surface, là, puis il y a clairement plus de travail à faire par rapport à ça, parce que là, on est encore, tu sais, dans vraiment l'occupation du sol, puis il y a des pas à faire avant de se rendre à l'aménagement du territoire. Ça, c'est définitivement le cas, là. Merci. Une question pour Annie? Ah, Richard? J'irais peut-être dans le sens de compléter la réflexion qu'Alexandre vient d'ouvrir, là. Et puis, il y a quelqu'un tout à l'heure dans la salle qui a aussi posé une question à Olivier, un peu dans ce ton-là. Je pense qu'il faut bien comprendre la mécanique, le lien entre les changements d'occupation de sol, puis le climat local et l'hydrologie locale, pour plusieurs raisons, mais entre autres pour le fait que c'est quand même un levier, pas facile à maîtriser, mais c'est quand même un levier qu'on a
à une échelle où on peut prendre des décisions. C'est par exemple une réflexion qui peut être à l'échelle de la province ou peut-être à l'échelle des grands regroupements municipaux. Alors que quand on est impacté par des gaz à effet de serre, évidemment, on contribue, on fait partie là, le Québec, le Canada, on fait partie de faire un effort pour amener des solutions, mais c'est quand même quelque chose qui est à l'extérieur j'ai envie de dire, de notre contrôle, en tout cas en partie de notre contrôle. Alors que l'occupation de sol, c'est quelque chose qui est un peu plus près, puis tu sais, c'est un peu ce qu'Alexandre évoquait. Est-ce qu'il y a une façon de réfléchir nos interventions en occupation de sol pour bien comprendre les impacts et puis d'être capable de prendre des décisions un petit peu plus éclairées. Je pense que ça, c'est une affaire qui nous, je pense qui pourrait nous motiver, mais pour continuer à aller dans cette direction-là, peut-être aller plus loin parce qu'on voit bien, là, c'est extrêmement complexe, puis on est loin d'avoir franchi toutes les étapes qu'il faut pour bien connaître le lien entre le changement d'occupation de sol et les vrais impacts qu'on va avoir sur le territoire. Fait que juste un complément de commentaire, je ne sais pas si Annie, tu veux réagir à ça. Non, en fait, je trouve que c'est un excellent complément parce qu'effectivement, tu sais, c'est probablement plus à notre portée de travailler justement sur l'occupation ou en fait l'aménagement du territoire, tu sais, puis je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais je pense que c'est intéressant la voie qu'on a empruntée là, pour essayer de répondre à ces questions-là. Sinon, je remercierai encore les deux présentateurs. Et à la semaine prochaine. Bonne fin de journée.